Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique qui s'appelle problème machine à vapeur. Donc on a une machine à vapeur dans laquelle l'eau décrit un cycle dit de Rankine, pour lequel on a plusieurs états, donc on va représenter au fur et à mesure. Donc on a un état A pour lequel l'eau est à l'état de liquide saturant. Donc on est liquide ici. On a des conditions qui sont que la pression vaut 0,2 bar et que la température vaut 60 degrés Celsius. On va ensuite passer dans une... On dit qu'on est comprimé de façon adiabatique dans une pompe. Donc la pompe, je vais la dessiner de cette manière-là. Donc c'est important de voir qu'il y a une pompe, puisque ici on sait que la pompe va forcément apporter un travail utile. En sortie de la pompe, je me retrouve dans un état B. Je vais le noter ici, A et B de cette manière-là, pour lequel eh bien, je suis à une pression qui vaut 15 bars. Pour lequel je ne sais pas grand-chose d'autre. Donc on me dit qu'on est ensuite injecté dans une chaudière et qu'on s'y réchauffe. Donc là, on a en réalité un échangeur thermique. Donc là, on va avoir du transfert thermique, forcément, puisqu'on est réchauffé. On va se retrouver dans un état, ici, C. Donc je suis injecté dans la chaudière, je me réchauffe de manière isobar. Donc ici, c'est isobar. Voilà. Donc je me retrouve forcément en PC égale P2. Et je sais également que je me réchauffe jusqu'à T2 égale 200 degrés Celsius. Et que Psat de T2 égale P2. Donc je vais me retrouver dans un état juste avant le changement d'état. Donc ensuite je me vaporise. Vaporisation totale. Et j'arrive dans un état D. Donc, comme je suis en vaporisation totale, eh bien, je vais me retrouver dans un état de vapeur saturante. La vaporisation se fait évidemment à pression constante. Donc, en D, je suis toujours dans la même pression qu'en C. Et je suis toujours à la même température. Puis, on me dit que je suis admis dans un cylindre et que j'effectue une détente adiabatique et isentropique. Donc, ça, en fait, ça va être le détendeur ici, une détente isentropique. Jusqu'à la température T1, on me dit qu'on obtient un état liquide-vapeur. Donc là, je suis revenu à T1 et je suis en liquide plus vapeur. Et enfin, je reviens par une liquéfaction complète. Donc une liquéfaction, c'est quelque chose d'isobar. Je reviens à l'état 1. Donc voilà le cycle que j'effectue ici. Et donc, on me demande de déterminer le rendement du moteur. Donc déjà, il faut rappeler un petit peu ce qu'est le rendement. Le rendement, c'est le bénéfice sur le coût. Donc, état égale la valeur absolue du bénéfice sur le coût. Et ici, comme je suis un moteur, le bénéfice, c'est le travail que je vais récupérer et qui va être injecté aux pièces mobiles. Donc, c'est moins le travail divisé par le coût. Et le coût, c'est tout simplement ici ce qu'on va appeler QC pour un moteur. Et donc, on a une manière autre de l'écrire, c'est que comme le premier principe sur le cycle complet me donne que delta U égale 0 égale W plus QC plus QF, eh bien, je vais pouvoir écrire que le rendement s'écrit comme moins QC plus QF sur QF, sur QC, pardon, et donc 1 plus QF sur QC. Donc je vais essayer d'identifier le transfert thermique prélevé à la source froide et le transfert thermique prélevé à la source chaude. Et enfin, ici, on sait qu'on a un moteur qui fonctionne avec un écoulement de fluide. Donc, on va utiliser le premier principe industriel. Et donc, ce premier principe industriel s'écrit delta H plus EC plus EP égale travail utile plus transfert thermique sous sa forme générale, avec le delta qui fait référence à l'entrée et la sortie d'une des pièces de la machine. Et dans ce moteur, ici, on aura
On ne parle pas de variation d'énergie cinétique du fluide, donc delta EC qui va être très petit devant delta H, delta EP qui va être très petit devant delta H, si bien qu'on va se retrouver avec un premier principe qui se met sous la forme delta H égale WU plus QE, ici. Voilà. Donc maintenant, il me reste à calculer les transferts thermiques qui m'intéressent, à savoir QF et QC. On sait qu'au niveau des signes, on a QF négatif pour un moteur et QC positif. Donc on va essayer d'identifier sur le cycle QF et QC. Donc là, évidemment, je vais me servir maintenant de la donnée de l'énoncé. La donnée de l'énoncé, c'est le diagramme enthalpique de l'eau. Donc je vais venir maintenant regarder mon diagramme qui est ici. Alors je vais essayer de le faire de manière assez visuelle. Et je vais placer mes points A, B, C, D, E sur ce diagramme. Donc le point A, on sait que l'eau est en liquide saturant à 0,2 bar et 60 degrés Celsius. Donc je zoome un petit peu. Vous voyez bien que 0,2 bar et 60 degrés Celsius apparaissent assez clairement ici. Donc le point A, c'est le point de liquide saturant qui est ici. De A à B, on sait qu'on a une détente, une transformation qui est une compression adiabatique et isentropique dans une pompe. Donc ici, on a une isentropique AB, c'est une isentropique du liquide. Et on sait aussi que pour une phase condensée incompressible indilatable, le delta S, c'est égal à C ln de TF sur TI. Et donc, une isentropique, ça veut dire que delta S égale 0. Autrement dit, ça veut dire que TF égale TI. Ça veut dire que je suis aussi sur une isotherme. Et les isothermes côté liquide, dans un diagramme pH, elles sont verticales. Donc je vais monter de manière verticale jusqu'à atteindre 20 bars. 20 bars, pourquoi? Parce que c'est donné dans l'énoncé que je m'arrête à 20 bars. C'est 15 bars, pardon. Alors 15 bars, c'est pas forcément évident sur une échelle logarithmique. Donc je vais le préplacer à peu près là où je pense que c'est. Et ensuite, on améliorera avec la suite, puisqu'on sait qu'ensuite, on a une transformation qui est isobar pour aller de B à C, et qu'on arrive jusqu'à 200 degrés. Donc là, je vais tricher un petit peu. Vous voyez, je vais partir du 200 degrés, et je vais faire quelque chose d'isobar. Donc mon point B était bien placé, ici. Voilà, j'arrive au point C qui est ici. Et ensuite, de C à D, l'eau se vaporise entièrement à la température T2. Donc je vais faire une vaporisation complète. Et je vais aller rejoindre les 200 Kelvin les 200 degrés Celsius de l'autre côté. De D à E, la vapeur est admise et effectue une descente isentropique. Donc de D à E, on a de nouveau une isentropique. Donc on a que delta S est égal à 0. Et donc je vais suivre les courbes isentropiques les plus proches du diagramme pH. Et les courbes isentropiques les plus proches sont celles, ça c'est un peu trop gros comme, voilà, sont celles à 6,30 ici et celles à 6,60 ici. Donc moi je ne suis pas ni à 6,30 ni à 6,60, je suis entre les deux. Et donc je vais suivre jusqu'à atteindre le palier à T1, qui était un palier pour lequel j'étais à 0,2 bar. Donc ici, voilà, j'essaye de suivre au mieux les isentropiques les plus proches. Et ensuite, je me liquéfie de manière, ici, isobar. Donc voilà le cycle. Alors une fois qu'on a le cycle, on a fait quasiment le plus dur. Puisque maintenant, il me reste à écrire le premier principe sur chaque partie. Donc on va écrire le premier principe pour chaque partie. Donc AB, BC, CD, DE et EA. Donc on a des endroits où on a des pièces mobiles et des endroits où on n'a pas de pièces mobiles. Donc bon, il faut être un petit peu vigilant là-dessus. Donc ici, nous, ce qui va nous intéresser principalement, ce sont les transformations pour lesquelles on a du transfert thermique. Et donc notamment la transformation BC, où on a un transfert thermique et on n'a pas de pièce mobile. Donc ici, c'est delta H égale QBC. De même, pour CD, on a delta H qui est égal à QCD. Pour DE, eh bien, on a une transformation qui est isentropique. Ici, elle est admise dans le cylindre. On obtient un mélange liquide-vapeur. Donc en réalité, ici, elle est isentropique, mais il y a des pièces mobiles. Donc delta H égale WU
utile. De E à A, on a delta H qui est égal à QEA. Et de A à B, alors de A à B, c'est un petit peu particulier. On me dit qu'on a ici une pompe, ce qui apporte forcément du travail, et que l'eau est comprimée de façon adiabatique. Donc on a delta U, delta H qui est égal au travail utile. Ici. Alors nous, on a besoin de trouver QF et QC. Donc il faut regarder les signes. On a bien que delta HBC est positif, que delta HCD est positif et que delta HEA est négatif, ce qui nous permet de comprendre assez facilement que QC est la transformation qui se fait de B à D et que QF est la transformation, on peut le dessiner comme ça, un QF négatif, c'est la transformation qui se fait de E à A. Donc finalement, QC, c'est égal à delta H BC plus delta H CD, c'est-à-dire HD moins HB, chose que je peux déduire assez facilement de mon graphe. Ici, HD, on va considérer qu'on essaye de descendre bien vertical, surtout, c'est important. On est à 2800 en D, et qu'en B, on est à 250. Donc ça, c'est égal à 2800 moins 250, c'est-à-dire 2550 kJ par kilogramme pour QC, c'est bien positif. Et delta HEA, bah, il nous manque le point E. On est ici environ à 2100. Donc delta HEA, QF, c'est delta HEA, c'est HA moins HE. Et donc ça va être égal à 250 moins 2100. Voilà, tout simplement. Et donc ça fait moins 1850 kJ par kilo. Et donc j'en déduis le rendement, état, qui est égal à 1 moins 1 plus QF sur QC. Voilà. Et donc qui est donc égal à 1 moins 1850 divisé par 2550, ce qui fait 0,27 de rendement. Donc ici, on obtient un rendement qui est un rendement OK en ordre de grandeur. Hein, c'est les ordres de grandeur qu'on connaît pour les moteurs. Alors on pourrait comparer au rendement de Carnot en supposant que les températures des sources chaudes et froides sont celles des changements d'état. Donc supposition, hypothèse hein, ici qui n'est pas donnée dans l'énoncé, mais TC égale 200 degrés Celsius, égale ici 473 Kelvin, et TF égale 60 degrés Celsius, égale 333 Kelvin. On prend comme température des sources chaudes et froides les températures auxquelles s'effectuent les changements d'état, et dans ce cas-là, on aurait un état Carnot qui serait égal à 1 moins TF sur TC, si c'était réversible, qui serait égal à 1 moins 333 sur 473, ce qui donnerait 0,3, ce qui est légèrement supérieur au état qu'on a calculé, donc ce qui est cohérent en termes de valeur numérique. Et donc le cycle serait plutôt légèrement irréversible ici. Très bien, donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire, que la manière dont on utilise le diagramme pH pour déterminer des rendements, ben ça vous commence à vous parler. La manière dont on dessine un cycle sur un diagramme pH, ça vous parle. D'ailleurs, j'en profite pour conclure sur le fait que le cycle se produit bien dans le sens horaire, donc c'est bien un cycle moteur. Donc voilà pour cette correction. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire.